web à la fin, ils sont disponibles quelque temps au mois de décembre sur notre site web du Centre Franco. Je remercie, madame Gaëlle d'avoir accepté de nous partager son expertise. Je vais mettre dans le chat mon numéro de téléphone si jamais vous avez un pépin technique. Oups! Si jamais vous avez un pépin technique, je reste disponible. Je serai, ici tout au long de la formation, si vous avez des pépins. Alors, Gaëlle, je te laisse la parole, puis je te remercie encore, puis merci à vous tous de faire confiance au Centre Franco. Oui, bien, merci beaucoup. Comme Simone l'a dit, merci d'être ici avec nous ce soir. On est un mardi soir. Oui, les bulletins sont peut-être mis en arrière, du moins ceux de novembre. Hein. On se prépare à ceux de janvier déjà et les rencontres de parents aussi. Alors, merci d'être ici avec moi ce soir pour parler de grammaire. Donc, ici dans le clavardage, je vous ai mis le lien de la présentation et pour une raison ou pour une autre, présentement, donc là, il est réapparu. Super, tout est sous contrôle. Donc, je vais commencer avec un message de reconnaissance du territoire. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous trouvons connus comme Oniatari-Io, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toute la richesse dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, je me présente. Mon nom est Gaëlle Dussault-Bacon. Je suis enseignante présentement en première, deuxième dans la région d'Ottawa. Je suis une grande passionnée de littérature jeunesse et de technologie. J'aime aussi énormément la grammaire. Donc, je vais vraiment essayer de vous partager ma passion pour la grammaire ce soir en espérant vraiment vous donner des outils pour pouvoir enseigner dès demain matin la grammaire. Aussi, je vais en parler un petit peu plus tard, mais mes formations se veulent vraiment interactives. J'aime beaucoup ça quand vous participez, quand vous posez vos questions, quand vous échangez des ressources aussi. Je veux vraiment utiliser cette plateforme ici comme un endroit de réseautage entre professionnels de l'éducation. Ici, je vous ai mis mon courriel professionnel ainsi que mes 3 réseaux sociaux. Si jamais vous voulez me suivre, je mets des fois des publications par rapport à ce que je fais avec mes élèves. Pas juste en littératie, mais ça peut donner quelques petites idées. Alors, on va commencer avec une petite activité brise-glace, donc qui s'appelle la caméra des ressemblances. Peut-être que vous avez déjà joué à cette activité brise-glace-là pour apprendre un petit peu plus à se connaître. Donc, on va commencer avec tout le monde avec la caméra fermée. Et quand je vais dire un élément, si ça correspond à vous, vous ouvrez votre caméra. Donc, ça nous permet d'en savoir un petit peu plus par rapport à nous. Alors, je vais fermer ma caméra aussi. C'est ma première année en enseignement. La grammaire est ma partie préférée en français. Je suis allée fort, là. Ah! Une caméra d'ouverte! Youhou! Je veux remplir ma boîte à outils d'idées pour enseigner la grammaire. Ah, j'ai des caméras qui s'ouvrent, excellent! Je participe à la formation pour avoir de nouvelles idées. Et je suis excitée d'écouter la suite de la formation. Là, je ne vais pas vous juger. Peut-être que votre caméra ne fonctionne pas. Super. Alors, je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir pour la formation en grammaire.
Comme je l'ai dit, la formation, c'est une formation qui est pour vous. Je l'ai vraiment bâtie à partir des anciennes formations que j'ai reçues, que j'ai offertes et que les participants m'ont donné de la rétroaction. Alors, posez vos questions, posez et demandez des commentaires, dites des commentaires dans le clavardage. Vraiment, je suis vraiment ouverte à ça. Les commentaires aussi de rétroaction sont vraiment importants. Je les lis vraiment tous pour améliorer les formations par la suite. Alors, vraiment, n'hésitez vraiment pas à partager vos expériences, vos questions, vos commentaires avec moi. D'ailleurs, j'ai mis le formulaire de rétroaction qui est ici. Je vais vous mettre le lien directement dans le clavardage. Comme ça, si jamais au courant de la formation, il y a des éléments que vous voulez remplir, vous allez pouvoir y avoir accès. Le résultat d'apprentissage, donc à la fin de la formation, j'aurai découvert de nouvelles idées pour innover la grammaire dans ma salle de classe. Comme je vous l'ai dit, moi, je vais partager des idées en lien avec la grammaire. C'est sûr, on va parler de grammaire nouvelle, c'est quoi la grammaire nouvelle, mais si vous avez des idées, des partages, des pratiques gagnantes dans votre classe, n'hésitez vraiment pas à les partager parce que c'est vraiment cet échange-là qui fait que les formations en soirée deviennent très, très riches. Pendant la formation aujourd'hui, j'ai ciblé 3 éléments. Donc, on va parler de c'est quoi la grammaire nouvelle. Ensuite, la place de la grammaire nouvelle et finalement, engager avec la grammaire nouvelle. Oui, c'est possible. Commençons avec qu'est-ce que la grammaire nouvelle? Alors, on va commencer avec une petite activité ensemble. Avec quel mot te fait penser à la grammaire nouvelle? Donc, en cliquant sur l'image ici que je vais mettre dans le clavardage, vous arrivez à ceci où vous pouvez entrer un mot. Et je vais changer aussi. Et voilà, je l'ai mis dans le clavardage, le lien. Et ça va vous amener vers un nuage de mots ici que je vais présenter. Oups. Petit pépin technique, désolé. Et voilà. Ah, donc là, on commence à avoir des mots que vous sortez. Bien que j'écris quel mot au singulier, vous pouvez en écrire plus qu'un, évidemment. Alors, je vois simplifier, logique, régularité, arborescence, discussion, analyse, manipulation linguistique. Logique, analyse, hein, ça devient plus gros, donc il y a plus de personnes qui sont en train de l'écrire. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois parce qu'en fait, ça résume vraiment en gros c'est quoi la grammaire nouvelle. On va quand même en discuter un peu, même si je vois que c'est quand même assez, c'est pas si nouveau que ça, la grammaire nouvelle. Donc, c'est pas la première fois qu'on devrait avoir entendu parler de la grammaire nouvelle. Continuons. Donc, la grammaire nouvelle est-elle vraiment nouvelle? Ici, j'ai mis un petit paragraphe qui vient de ce document-là que vous avez probablement aussi déjà vu. Donc, si on parlait grammaire nouvelle, quand vous cliquez sur ce lien ici, ça vous amène vers Numérico. Vous choisissez votre conseil scolaire et ça vous emmène vers le téléchargement de la ressource. Ici, oui, quand j'ai fait le lien, je n'ai pas pu le mettre directement vers le téléchargement. Donc, ici, dans mots-clés, il faut juste écrire grammaire nouvelle. Ça va vous sortir le document. Donc, je m'excuse, il y a comme une petite étape de plus. Et on va chercher le document de première à 8e année. C'est un document PDF, donc malheureusement, je ne pourrais pas le partager sur mon écran, mais si vous le téléchargez, on va l'utiliser aujourd'hui pendant la formation. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps pour le télécharger, aller trouver je vais mettre le lien de Numérico ici dans le clavardage. J'espère que ça va fonctionner. Si ça fonctionne, juste me mettre un petit oui dans le clavardage. Excellent. Donc, je vois Isabelle, ça a fonctionné.
Donc, aujourd'hui, on va utiliser ce document-là. On ne va pas l'analyser de haut en que ça va être peut-être important à certains moments de l'avoir près de nous pour pouvoir juste s'y référer. Ici, sur le petit bouton Play, ça vous emmène vers une formation, dans le fond, de c'est quoi la grammaire nouvelle. On n'écoutera pas cette formation-là parce qu'elle est 18 minutes, mais si jamais vous voulez l'écouter pour en apprendre plus sur la grammaire nouvelle, je vous ai mis le lien dans la présentation. Alors, il y a quand même beaucoup de ressources en lien avec la grammaire nouvelle quand on commence à chercher. La grammaire nouvelle n'est pas si nouvelle que ça. C'est qu'avant, on utilisait la grammaire traditionnelle. Puis d'ailleurs, dans ce document-là, de si on parlait grammaire nouvelle, on a un beau tableau qui fait la comparaison entre c'était quoi la grammaire traditionnelle versus la grammaire nouvelle. Attention, ne pas confondre avec la nouvelle orthographe. Donc, on a entendu parler dernièrement de la nouvelle orthographe. Des fois, il va y avoir des ouvrages, si vous cherchez un peu des ouvrages, il va y avoir des ouvrages qui vont inclure les deux dans le même ouvrage. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment plus se concentrer sur la grammaire nouvelle. Alors, comme j'ai pu le voir dans le Mentimeter ici, quand je vous ai demandé quel mot te fait penser à la grammaire nouvelle, la grammaire nouvelle, c'est bien plus que des règles de grammaire. Oui, c'est sûr qu'on parle de règles de grammaire, mais on y pense beaucoup plus au niveau de la régularité. Qu'est-ce qui revient souvent dans la règle de grammaire? On est plus dans l'analyse d'une règle de grammaire. Donc, c'est vraiment une réflexion autour de la phrase qui est la grammaire de la phrase, et du texte, qui est la grammaire du texte. Dans ce document-là, si vous l'avez proche de vous, ça se retrouve, la différence entre les deux, la grammaire de la phrase et la grammaire du texte, se retrouve à la page 6, aux pages 6 et 7 du document. Sinon, du PDF, ça serait à la page 8, mais du livre, si on veut, c'est à la page 6, aux pages 6 et 7 qu'on parle de grammaire de la phrase et grammaire du texte. Ce qui est intéressant dans cette page-là, donc à la page 7 surtout, c'est qu'on a un livre ouvert et qu'on peut voir qu'est-ce qui ne change pas et qu'est-ce qui change. Alors, quand on regarde la colonne de ce qui ne change pas, puis je m'excuse, je ne peux pas partager mon écran parce que c'est sur un PDF. Donc, là, je suis, juste pour récapituler là, un peu, je suis dans le « Si on parlait grammaire nouvelle », page 7. Dans la section « Ce qui ne change pas », c'est intéressant parce qu'on parle de syntaxe, conjugaison, le genre, le nombre, etc. Donc ça reste quand même pareil. Mais ce qui change, c'est vraiment l'ajout de manipulation linguistique. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi dans la grammaire nouvelle. À la page 8 du document, on voit un changement de la terminologie. Alors, dans la grammaire traditionnelle, on parlait plutôt de nature des mots, alors que grammaire nouvelle, on parle plus de classe des mots. Grammaire traditionnelle, c'était l'adjectif qualificatif. Grammaire nouvelle, c'est juste adjectif, soit qualifiant ou classifiant. On parle dans grammaire traditionnelle, des articles, des adjectifs possessifs, démonstratifs, numéraux, etc. Tandis que la grammaire nouvelle, on a tout mis ça ensemble pour dire que c'était des déterminants définis, indéfinis, possessifs, etc. Grammaire traditionnelle, on a les verbes d'état, tandis que grammaire nouvelle, on a les verbes attributifs. Grammaire traditionnelle, on a le complément d'objet direct ou indirect, alors que dans la grammaire nouvelle, on parle plutôt de complément direct ou indirect du verbe. Et dans la grammaire traditionnelle, on parle de complément circonstanciel, alors que la grammaire nouvelle, on parle de complément de phrase, des compléments indirects du verbe. Donc ça, c'est les petites différences au niveau du vocabulaire. C'est quand même important de les noter parce que moi, quand j'ai appris la grammaire à l'élémentaire, je l'ai appris avec la grammaire traditionnelle. Puis quand je suis arrivée au secondaire, c'était la grammaire nouvelle et j'étais toute mélangée. Parce que pour moi, je me disais comme on dirait, je ne comprends plus rien. Puis je ne savais pas, moi, que c'était de la grammaire traditionnelle là, 13-14 ans, là. On s'entend que je ne savais pas c'était quoi des pratiques pédagogiques dans ce temps-là. Alors, je ne savais pas j'avais vraiment l'impression que je ne comprenais plus qu'est-ce qui se passait. Donc, c'est quand même important de comprendre que c'est un équivalent, c'est juste le vocabulaire, la terminologie qui est différente, puis la façon de l'enseigner aussi qui va être différente.
On a, dans la grammaire nouvelle, l'élève est vraiment au centre, est vraiment au centre de son apprentissage. C'est lui ou elle qui doit se questionner, qui observe, qui remarque, qui élabore. C'est vraiment l'élève qui est au centre de créer les règles de grammaire à partir de la régularité. Dans le même document, un petit peu plus loin, vous avez le rôle de l'élève et le rôle de l'enseignant à la page 15. À la page 15, on voit vraiment bien qu'est-ce qu'on veut que l'élève fasse à partir de son analyse de la grammaire nouvelle. Et nous, comme enseignants, c'est quoi notre rôle aussi? Donc, c'est vraiment dit que le rôle de l'enseignant est un guide. Alors, on observe, on guide les élèves, on planifie les activités aussi dynamiques. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on va discuter un peu. C'est sûr que il faut passer au travers de ces définitions-là avant de rentrer vraiment dans le partage de ressources, mais vraiment, j'ai essayé de mettre beaucoup plus l'emphase sur le partage de ressources parce que c'est une très, très grande richesse de savoir ce soir pour discuter de la grammaire nouvelle. Pour ceux qui sont vides, vous avez pu voir qu'après, j'ai un caout. Alors, j'ai un petit caout pour vous ce soir. Pas très long, inquiétez-vous pas. Donc, le caout, je vais vous mettre le lien ici dans le clavardage pour vous y rendre et je vais mettre le lien au tableau de... Oh, pardon, ma petite musique est partie. Donc, dans le clavardage, je vous ai mis le lien et moi, je vais vous partager ici le code pour rentrer dans le caout. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour... je vais juste fermer ça. Je vais vous laisser un petit peu de temps peut-être avant de rentrer ici pour observer et lire un petit peu en diagonale le document d'appui de la grammaire nouvelle parce qu'en fait, le caout a été vraiment, je l'ai vraiment basé sur ça. Alors, sur ce document-là d'appui, le nom, moi, je vous suggère peut-être de mettre un nom en lien avec la grammaire. Donc, peut-être quelqu'un pourrait s'appeler comme prédicat. Quelqu'un d'autre déterminant. Comme ça, on ne sait pas qui est qui, puis c'est pas grave. C'est pas ça le but. Le but, je veux juste qu'on s'amuse puis qu'on apprenne un petit peu plus avec la grammaire. Effacement. Oh, wow! Donc là, je vais juste aller vérifier combien on est. On est 8 moins moi 7. Simone, je ne sais pas si elle va participer peut-être. Donc, je vais attendre encore un petit peu pour avoir un peu plus de participants. En attendant, vous pouvez regarder votre document d'appui pour juste en diagonale, comme je vous ai dit. Hein, je n'ai pas mis de questions pièges. Mais je ne pense pas. Je vais attendre encore peut-être 30 secondes. Ah, d'accord. Merci, Simone, de l'information. Alors, je vais partir le caout. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Démarrer. La grammaire nouvelle. Et là, j'ai coupé le son parce que là, c'est beaucoup trop stressant, ce son-là. Quelle est la définition de la grammaire nouvelle? Alors, c'est la même chose qu'avant, c'est des nouveaux termes, c'est une réflexion autour de la grammaire ou c'est d'apprendre par cœur. Il manque juste une réponse.
Et c'est une réflexion autour de la grammaire. C'est vrai que c'est des nouveaux termes, ça aurait pu être aussi parce qu'il y a quand même un changement de terme, mais c'est vraiment la réflexion autour de la grammaire. Oh, complément est numéro 1. Très serré avec effacement. Pourquoi enseigner la grammaire nouvelle en Ontario? Pour avoir des beaux textes, pour mieux comprendre la langue et la communiquer, pour savoir écrire ou pour meubler nos journées d'école? Excellent, pour mieux comprendre la langue et la communiquer. Ouh, c'est serré, c'est serré. Troisième question. La grammaire nouvelle est une pratique réflexive, vrai ou faux? Il manque encore une personne. Vrai! Je vous avais dit, là, c'est rien de trop sorcier, mes caoutes. Ils sont un petit peu plus difficiles des fois en salle de classe. On fait quand même ça pour le plaisir. Quelles sont les deux composantes de la grammaire nouvelle? Est-ce que c'est le sujet, le prédicat, la grammaire de la phrase, grammaire du texte, la réflexion et l'analyse ou apprendre par cœur et travailler? Oh, c'est la grammaire de la phrase et la grammaire du texte. Donc, ça, c'est les composantes au début du document. Ce sont les deux composantes. Ouh, complément est en feu. L'élève, dans son apprentissage de la grammaire, est actif, curieux et motivé, assis ou assise, à l'écoute ou gentil ou gentille. Actif, curieux et motivé. Super. Dans l'enseignement de la grammaire nouvelle, le rôle de l'enseignant ou de l'enseignante est de sourire et circuler, d'enseigner rigoureusement les règles de grammaire, d'observer les élèves et les questionner ou de planifier des activités selon une démarche dynamique d'apprentissage. Excellent. Donc, j'avais deux réponses ici. Alors, je vois que tout le monde a choisi la réponse verte, mais la réponse jaune aussi aurait été bonne et j'ai pris ces deux réponses-là dans le document, dans la section du rôle de l'enseignant ou de l'enseignante. Super. Avant-dernière question. Les manipulations linguistiques sont un nouvel élément dans la grammaire nouvelle. Vrai ou faux? Ouh! Égalité, mais c'est vrai. Donc, dans le petit livre qu'on voit dans une des premières pages, on peut voir que les manipulations linguistiques dans la grammaire nouvelle versus la grammaire traditionnelle est un nouvel élément. Et finalement, la dernière question. Je suis prêt ou prête à concevoir des activités amusantes pour mes élèves en intégrant la grammaire nouvelle. Oui, j'ai besoin d'inspiration, je suis excitée d'en apprendre plus ou allons-y. Oui, super, je suis excitée d'en apprendre plus aussi. Alors, les quatre réponses étaient bonnes. Je voulais juste qu'on finisse sur une bonne question. Alors, le podium, parce que Caout, c'est ça. Numéro 3, effacement. Numéro 2, adjectif. Et numéro 1, complément. Super. Alors, merci pour votre participation. C'était bien amusant. Ça nous a permis juste de faire une petite révision de c'était quoi la grammaire nouvelle. Pour nous aider aussi avec la grammaire nouvelle, oui, il y a le document que je vous ai proposé, je vous ai suggéré de télécharger tout à l'heure, mais il y a aussi deux ressources ici qui sont vraiment intéressantes. La première, si vous ne la connaissez pas,
Le Portail linguistique du Canada a une infolette et plusieurs jeux pour apprendre vraiment plein de principes grammaticaux. C'est super intéressant. Il y a vraiment plein de sections qui peuvent être très utiles pour notre enseignement surtout. Peut-être un peu moins pour les élèves, je dirais que c'est peut-être un petit peu trop compliqué pour les élèves, mais nous, comme enseignants, ça peut être définitivement une bonne ressource. L'infolette, on la reçoit au moins une fois par mois, c'est sûr, avec beaucoup d'informations par rapport à la langue. Et les jeux aussi sont intéressants. Encore là, peut-être plus pour nous que pour les élèves, mais des fois, c'est intéressant de juste en apprendre un peu plus par rapport à la grammaire. Donc ici, il y a différentes catégories. Puis quand vous cliquez sur une catégorie de jeux, il y en a beaucoup de jeux, mais les jeux, c'est des choix de réponse vraiment. Alors, ça nous permet des fois juste d'en apprendre un peu plus ou de se remémorer un peu certaines petites règles de grammaire qu'on entend un peu moins souvent. Encore là, c'est peut-être plus pour nous comme adultes que pour nos élèves, mais c'est vraiment, ces deux ressources-là, ce sont des ressources que je vous propose pour notre perfectionnement professionnel. La deuxième ressource, si jamais vous ne la connaissez pas, ce sont les capsules d'auto-formation de la grammaire nouvelle du Centre Franco. Alors, le Centre Franco a développé des capsules d'auto-formation avec tous ces sujets ici. De voir toutes ces capsules-là dure environ 75 minutes et elles sont toutes indépendantes. Donc, vous n'êtes pas obligé d'en lire une ou d'en écouter une pour pouvoir passer à la prochaine. Vous pouvez y aller vraiment avec qu'est-ce que vos besoins, qu'est-ce que vous voulez connaître plus par rapport à la grammaire nouvelle. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a certaines que c'est des vidéos, d'autres que ça va être plus comme un peu une vidéo interactive. Donc, on va cliquer, puis là, ça va ouvrir comme une nouvelle section, etc. Donc, ça va nous permettre d'en apprendre par rapport au sujet. Alors, c'est vraiment super bien fait, vraiment très, très bien monté. Donc, ça, je vous suggère aussi, si jamais vous avez des questions par rapport à certaines choses de la grammaire nouvelle, je vous suggère d'aller voir ces capsules-là qui sont très, très complètes. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Si vous pouvez juste écrire dans le clavardage si ça va bien. Pas de questions. Si vous avez des questions dans le clavardage, je vais continuer. Ça va, excellent. Alors maintenant, parlons de la place de la grammaire nouvelle à l'école. Je ne sais pas si vous êtes au courant des éléments d'écriture. Donc, nous, dans notre curriculum de français, dans le domaine d'écriture, on a 4 attentes. On a l'attente de la planification, grosso modo, la rédaction, révision et correction et planification. Dans les guides d'enseignement efficace d'écriture, dans les deux, que ce soit celui du primaire ou celui du moyen, on parle des éléments d'écriture. Les éléments d'écriture, ce sont 7 éléments que si on retrouve ces 7 éléments-là dans notre texte, ça donne vraiment un texte 5 étoiles comme c'est écrit ici. Les deux images que vous voyez ici, je les ai prises du fascicule 7 écriture, c'est le guide d'enseignement efficace d'écriture au moyen. Dans le guide d'enseignement efficace au primaire, on parle aussi d'éléments d'écriture, mais je trouvais que le visuel est beaucoup plus clair dans le fascicule dans le guide du moyen. Mais les deux, on parle aussi des éléments d'écriture. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les éléments d'écriture, il y en a un qui c'est les conventions linguistiques. Puis les conventions linguistiques, c'est vraiment là où on retrouve toute notre grammaire. Donc ici, on a juste quelques petits critères. Alors, les phrases sont bien construites, la ponctuation majuscule sont bien utilisées, les mots sont bien orthographiés, les règles d'accord sont appliquées. Donc ça, ça sonne une cloche par rapport à la grammaire. C'est vraiment ce qu'on retrouve de la grammaire se retrouve beaucoup dans convention linguistique. Quand on regarde le tableau qui est à sa gauche, convention linguistique, on le retrouve uniquement dans la section correction. Donc là, il y a deux choses que je veux vous parler par rapport à ça.
Premièrement, je vais continuer avec l'aspect correction. C'est que dans la correction, quand un élève écrit un texte, on veut vraiment voir la mise en application de ces règles grammaticales, de ce que nous, on a enseigné en lien avec la grammaire ou de ce qu'eux ont découvert en lien avec la grammaire. On veut voir la mise en application dans leur texte. On me suit? Habituellement, c'est pas mal, c'est ce qu'on vit généralement. Puis si je me trompe, n'hésitez vraiment pas à l'écrire dans le chat pour qu'on puisse avoir une discussion par rapport à ça aussi. C'est les conventions linguistiques. Si je prends mes élèves de cette année, donc j'enseigne en première, deuxième année cette année, j'ai eu des premières années qui, en début d'année, ne savaient pas écrire. Des deuxièmes années qui avaient quand même déjà fait leur première année, donc c'est sûr qu'il y avait un peu d'avance. Mais pour moi, même au niveau de la planification puis de l'ébauche, c'est important qu'ils commencent à mettre en application quand même certaines règles grammaticales qu'on avait enseignées, qu'on avait vues en salle de classe ensemble. À ce moment-là, dans la planification puis dans l'ébauche, ça devient juste un peu plus facile après ça de faire la correction dans le propre. Ceci dit, je laisse quand même mes élèves écrire pour qu'ils puissent écrire puis pas perdre leurs idées. Puis je veux pas qu'ils bloquent à une règle de grammaire puis à dire « Ah, est-ce que je mets un S? Est-ce que j'en mets pas? Ben là, j'ai perdu mon idée. » Puis là, ils sont bloqués. C'est pas ça du tout l'idée. C'est que quand ils terminent d'écrire une phrase, j'enseigne en première, deuxième, donc ils n'écrivent pas énormément de phrases. Hein. On est quand même très, très au début. Quand ils finissent d'écrire une phrase, je veux quand même qu'ils revoient pour s'assurer qu'ils ont mis des S s'il y avait un pluriel, qu'il y a une lettre majuscule, que ça termine par un point. Bon, certains petits aspects comme ça. Même si on n'est pas rendu dans la correction en tant que telle. Je l'ai fait un petit peu en forme de spirale. Donc, on a terminé un petit peu la planification, ils écrivent un petit peu d'ébauche, on corrige un peu, on rajoute un petit peu dans l'ébauche. Donc, vous voyez, mon processus d'écriture n'est pas une ligne droite, c'est vraiment comme une spirale. Maintenant, je veux vous parler des éléments d'écriture parce qu'on parle beaucoup de grammaire, à quel point c'est vraiment important et c'est important. Je n'enlève vraiment pas l'importance de la grammaire. Mais convention linguistique ici, si on prend un texte 5 étoiles, convention collective représente 1/7. Donc, il a sa place autant que les idées, autant que la structure, autant que le choix de mots, autant que la fluidité, que le style et que la présentation. Il est aussi important, pas plus important, pas moins important, il est aussi important. Donc, je voulais vraiment juste qu'on discute de ça parce que pour écrire un texte, oui, la grammaire, elle est importante, mais elle est aussi importante que les autres éléments d'écriture. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Dans d'autres formations, j'ai demandé aux participants qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre davantage par rapport à la grammaire. Un élément qui est ressorti, c'était l'ordre à suivre des concepts. Alors là, dans le clavardage, est-ce qu'il y a un ordre que vous préférez suivre? Est-ce qu'il y en a un ordre à suivre? Ce serait quoi l'ordre? Et finalement, est-ce qu'il y a une harmonisation dans votre école ou dans votre conseil par rapport à un ordre à suivre des concepts grammaticaux? Vous pouvez écrire votre réponse dans le clavardage ou ça peut être une réflexion individuelle aussi. C'est sûr qu'on a dans notre curriculum, on a des concepts qu'on doit avoir par niveau. Dans l'année, par quoi commencer? Je pense que c'est peut-être plus par ce questionnement-là. Est-ce qu'il y a une règle à commencer plus qu'une autre? Donc ici, je vois déjà dans le clavardage, on parle de la phrase en premier. Il y a le programme cadre, mais j'avoue que c'est parfois un peu vague. On peut consulter la progression des apprentissages, pas pour l'ordre comme tel, mais pour notre niveau comparé aux autres niveaux. C'est plutôt libre à nous. Donc, de ce que je comprends bien, dans votre école ou dans votre conseil, il n'y a pas un tableau, par exemple, qui harmonise,
que première année, vous devez voir ça jusqu'à temps, deuxième année jusqu'à temps, troisième, etc. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là. C'est libre à nous. Non, c'est OK. Donc, vraiment, ce que j'aime de ce que je vois dans le clavardage comme réponse et ce que j'aime, c'est que vous y allez vraiment selon aussi les besoins de l'élève. Puis, une chose que je veux partager avec vous qui s'est passée. Oui, Nathalie parle qu'on a une progression basée sur les autres documents ministériels. Absolument, c'est ça. Donc, on se base sur qu'est-ce que le ministère a construit jusqu'à présent pour s'aligner. Pour revenir aux besoins de l'élève, ou d'y aller un peu comme la liberté selon notre cadre, parce qu'on a un programme cadre qui nous dicte un peu qu'est-ce qu'on doit avoir au courant de notre année scolaire qu'on enseigne. Mais ce qui est intéressant, c'est d'y aller selon le rythme et le besoin de l'élève. Donc, je vous donne un exemple qui s'est passé hier, parce qu'on est mardi, hier. Mes élèves étaient en train d'écrire. Moi, j'utilise beaucoup la ressource des ateliers d'écriture pour amener mes élèves à écrire. Dès la première année, ça les a beaucoup amenés à écrire. Et j'enseigne beaucoup à partir de la littérature jeunesse. Donc, je lis un livre à chaque jour, puis je fais beaucoup de lecture interactive quand je fais ma lecture et j'intègre mes concepts. Je vais en parler un petit peu plus tard aussi, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Hier, je circulais, je parlais avec mes élèves pour les questionner, etc. Et j'ai réalisé que pour quelques-uns de mes élèves ne mettaient pas d'espace entre leurs mots. Et puis, j'ai décidé dans la lecture que j'allais faire 30 minutes après, que j'allais réintégrer le concept de phrase. Parce que depuis la rentrée scolaire, on était quand même hier le 21 novembre, c'est sûr que j'ai vu la phrase, c'est sûr que j'ai vu la majuscule, le point, l'espace, c'est des concepts que j'ai vus avec eux, que j'ai travaillé avec eux. Mais là, j'ai vu qu'en mise en application, c'était pas 100% là. Pourtant, on écrit à tous les jours. Donc là, je me suis dit, mais là, c'est à moi de revoir ce concept-là. Donc, on va juste retourner un petit peu en arrière pour pouvoir revoir ce concept-là. Alors, j'ai revu ce concept-là avec une phrase de base qui était dans mon livre. Et aujourd'hui, tout le monde, tous mes élèves qui mettaient leurs mots collés, quand on était en train d'écrire, quand eux étaient en train d'écrire, me disaient « Ah, il ne faut pas oublier notre espace entre chaque mot. » Donc là, je pouvais voir que, OK, ça commence à devenir beaucoup plus acquis. Alors, je suis retournée en arrière pour pouvoir continuer en avant. Donc, c'est vraiment, même si c'est des concepts que j'ai déjà vus dès le début de l'année, que je leur ai montré qu'on a travaillé, des fois, ce n'est pas acquis. C'est correct que ce ne soit pas acquis. On retourne un petit peu en arrière pour avancer en avant. L'évaluation. Alors, je veux qu'on parle d'évaluation. L'évaluation, je ne suis pas une experte de l'évaluation, je suis enseignante, j'ai beaucoup de questions, il y a beaucoup de zones grises dans l'évaluation aussi. Je n'ai pas les réponses à tout. C'est vraiment un sujet qui évoque beaucoup de discussions entre nous. Alors, j'aimerais vraiment ça qu'on en discute un peu. Il n'est pas trop tard, hein, ma formation sur les présentations orales, j'ai vu ça à 8 heures le soir, donc je me suis dit, oh, il est peut-être un petit peu trop tard. Là, je vais commencer un peu plus tôt. Donc, comment cibler les concepts grammaticaux dans nos écrits? Bien, évidemment, comme vous l'avez, et d'émotions, oui, Nathalie, beaucoup d'émotions. L'évaluation, émotion, et voilà, ça rime. Ça va ensemble. Évidemment, les concepts grammaticaux se retrouvent dans notre curriculum. Si je prends ici, je vais prendre mon curriculum que j'ai juste ici. Donc, là, j'ai pris, moi, première année, par exemple, parce que j'enseigne première année, mais tous les curriculums, vous savez, toutes les années sont faits pareil. Dans la section lecture, il y a une section grammaticale. On peut ressortir ça aussi parce qu'on veut que les élèves aussi puissent voir puis analyser à partir de la lecture. Veux pas, ça fait partie il faut qu'ils sachent lire pour pouvoir comparer. Et on a aussi en écriture, ici, même principe, on a aussi nos connaissances et habiletés grammaticales en écriture, donc leur mise en application, si on veut, des concepts grammaticaux. Dans chaque niveau, on a le même principe. Alors, on a chacun des concepts grammaticaux à voir dans notre année scolaire.
Là, après ça, c'est comment les cibler, par où commencer aussi. Là, on est rendu au mois de mi-novembre, donc c'est sûr qu'on a déjà commencé, puis on y va plus vers avec leurs besoins où ils sont rendus. Mais en septembre ou même en janvier, après le bulletin de janvier, par où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on évalue ça? Donc, c'est un peu cette petite discussion-là que j'aimerais qu'on ait ensemble. Comme vous savez très bien, on a 4 compétences en évaluation. On a connaissance et compréhension, habileté de la pensée, communication et mise en application. Je vous ai mis le lien de faire croître le succès parce qu'à la page 25, il y a une petite définition de chacune des compétences si jamais vous voulez juste vous rafraîchir la mémoire un peu. Malgré qu'on vient juste de passer un bulletin, des fois, ça fait du bien de relire un petit peu les phrases et faire « Ah, ben oui, c'est vrai, c'est ça ». Alors, je vous ai mis le lien. Je vous ai mis un Jamboard aussi pour qu'on fasse une petite activité. Alors, le Jamboard, vous cliquez sur le lien du logo, sinon je vous le mets dans le clavardage. Alors, ce qu'on va faire dans le Jamboard, c'est qu'en bas ici, je vous ai mis des critères en bleu, puis on va essayer de voir dans quelles compétences ça pourrait aller. Là, ce que je veux vraiment porter, et comme c'est très important, c'est que dépendant la façon dont on l'enseigne, la façon dont on a communiqué un critère, la façon dont les élèves ont répondu, etc., c'est sûr qu'il y a certains critères qui peuvent se retrouver dans plus qu'une compétence. Alors, je veux vous rassurer par rapport à ça parce que, comme Nathalie l'a dit, ça l'amène beaucoup d'émotions. Puis je veux pas qu'on parte d'ici stressé ou quoi que ce soit. Je veux vraiment juste qu'on réfléchisse par rapport à certains aspects de la grammaire et où on pourrait l'évaluer aussi. Puis après ça, ce tableau-là, vous l'avez toujours avec vous, j'efface pas mes documents, vous allez pouvoir le garder pour ensuite vous aider peut-être à faire une grille d'évaluation. Alors, je vois que ça a déjà commencé. Vous êtes en feu ce soir. Je vais juste mettre lui ici pour qu'on puisse voir les critères. Puis, je peux entendre, même moi, je relis les critères, c'est moi qui ai écrit les critères, puis je les relis, puis je me dis, mais ça dépend. Ça dépend de ci, ça dépend de ça. Donc, il y a beaucoup de ça dépend hein, dans l'évaluation. Puis là, je vois des critères qui changent d'une compétence à l'autre. Si jamais vous avez un commentaire à dire ou quoi que ce soit, une réflexion que vous voulez partager avec le groupe, n'hésitez pas à lever votre main ou ouvrir votre micro pour qu'on puisse en discuter ensemble. Bien, comme des fois, si on regarde les verbes, tu sais, je regarde le mot explique. Explique va demander de justifier un peu quoi que ce soit. Et évidemment, si tu le fais, tu communiques ton explication. Fait que je le mettrais comme entre habileté puis communication parce que, comme tu dis, il y en a qui vont à 2 places, puis eux autres, ça va bien, ils sont placés un à côté de l'autre. Fait que je les mettrais comme entre les 2 pour cette raison-là. Parce que si je suis capable de bien justifier, je vais le chercher le HP3, qui est critique, la pensée critique. Alors que la façon dont je vais le communiquer, bien là, ça va être plus, évidemment, communication. Ce serait mon petit 2 cents. OK. J'ai vu une main levée aussi. Je pense que c'était Julie. Est-ce que tu veux rajouter ou... Comme les compétences sont importantes, absolument. Mais moi, ce que je trouve encore plus important, c'est les papillons bleus. Puis peu importe où tu le mets dans la grille, d'abord que ton critère il est à quelque part dans la grille, ça me fait rien si je le mets en dessous. Comme
oui, il faut que j'aie une certaine réflexion face à, je vais-tu le mettre sous connaissance et compréhension, mais le fait qu'il est dans ma grille, puis que je l'ai explicitement enseigné à mes élèves, je ne vois pas que ça devrait être un débat pour l'enseignante de savoir où le mettre, dans quelle compétence le mettre. Ça, c'est juste mon opinion personnelle. J'aime ça aussi, Julie, qu'est-ce que tu dis, parce que souvent, on l'a entendu, c'est dans notre réalité de parler d'évaluation, que ce soit dans des CAP ou que ce soit dans des rencontres du personnel ou dans des formations. On parle d'évaluation beaucoup, c'est une grande partie quand même de notre profession. Les critères, absolument, c'est, dans le fond, c'est à partir de ça que j'évalue. Après ça, dans quelle catégorie est-ce qu'ils se retrouvent? Je suis d'accord aussi, Julie, que si nous, comme enseignants, on sait aussi c'est quoi notre intention par rapport à ce critère-là, c'est là où, dans le fond, le critère va aller. Donc, c'est pour ça que des fois, quand il y a ces discussions-là, puis des fois, ça peut être des discussions où on a chaud, hein? Mais ça dépend vraiment de c'est quoi notre perspective, puis c'est quoi notre intention face à ce critère-là. Donc, c'est pour ça aussi, cette discussion-là, je voulais l'avoir avec vous pour vraiment un peu qu'on se rassure ensemble que c'est correct qu'il y ait un critère qu'une personne le voit en CC puis que l'autre personne le voit en MA. Ça va vraiment dépendre de c'est quoi votre intention. Ce qui est important, c'est de ne pas double pénaliser, par contre. Donc, si on le met, de ne pas le mettre nécessairement en CC et en MA pour les mêmes raisons. Parce que là, on va double pénaliser l'élève à ce moment-là. Je vous ai mis une deuxième page ici. Si jamais vous voulez en rajouter d'autres critères, comme je vous ai dit, moi, je veux vraiment que ce soit un petit partage entre nous. S'il y a des critères que pour vous, c'est des critères qui fonctionnent super bien, puis que vous avez vu une grosse différence au niveau grammatical chez vos élèves, n'hésitez pas à les mettre. J'ai mis les 4 compétences. Si vous voulez juste mettre un critère sans nécessairement le classer dans une compétence, c'est correct aussi. Oui, Nathalie, absolument. L'élève, là, tu parlais entre le CC puis le MA. Donc, dans le clavardage, Nathalie t'a partagé que le CC puis le MA, c'est pas nécessairement, c'est pas la même chose, en fait, puis je suis d'accord avec toi. Dans le fond, ce que je disais, c'est, là, tu as mis une explication. Donc, l'élève, il peut connaître sa règle de grammaire, mais pas l'appliquer. Absolument, c'est complètement différent, mais ton intention, elle est différente entre les deux. Alors, oui, le critère ne va pas tout à fait être le même parce qu'en CC, tu vas aller chercher cet aspect spécifique-là de connaissance et compréhension de la règle de grammaire. Est-ce que je sais qu'un pluriel, ça prend un S? Ça, les élèves, en grande majorité, là, ils savent ça. Mais après ça, MA, est-ce qu'ils le mettent? Mais là, oui, je suis d'accord avec toi. Par rapport à la double pénalité, c'est ça. Mais c'est que si on prend un critère qui est exactement le même sans mettre cette distinction-là entre les deux, c'est là qu'on va double pénaliser. Puis juste faire attention à ça. La triangulation, j'en parle à toutes mes formations parce que pour moi, c'est une des façons d'évaluer qui fait tellement du bien. C'est drôle à dire que ça fait du bien. J'ai enseigné en maternelle jardin pendant 2 ans. Et puis en maternelle jardin, ben, on n'a pas beaucoup de production. Hein? Les élèves sont petits, ne savent pas encore écrire trop. Donc, on base beaucoup notre évaluation sous l'observation et la conversation. Puis quand j'ai changé en première, deuxième année, j'ai comme gardé cet amour de triangulation-là. Et puis, je vois à quel point c'est incroyable cette année. C'est ma première année en première, deuxième année en passant. C'est ma première année en première, deuxième année et c'est incroyable à quel point je trouve que d'avoir une triangulation dans ma classe me permet de savoir exactement ce sont mes élèves, d'être capable d'améliorer mon enseignement aussi, de le modifier selon où ils sont rendus, d'être capable de faire des petites cliniques avec mes élèves pour les amener à aller plus loin. Donc, la triangulation, c'est vraiment un outil, une façon d'évaluer qui est superbe. Sur la présentation,
le lien ici, l'image, c'est un lien qui amène vers le fascicule du Centre Franco, que vous avez peut-être déjà vu par rapport aux preuves d'apprentissage, par rapport à la triangulation. Alors, si vous voulez vous familiariser un peu plus avec la triangulation, le document, il est là. Dans la triangulation, au niveau de l'observation et la conversation, on parle souvent de grille d'observation ou de conversation. Ici, je veux vraiment mettre l'emphase juste sur conversation et observation parce que production, on est super bon, ça va vraiment bien, on sait comment prendre, comment évaluer de façon avec les... nous n'avons pas accès à celles qui ne l'ont pas. Nathalie, est-ce que tu parles de la présentation? Le fascicule, comme moi, je sais que je l'ai dans mon Drive, mais s'il y en a qui ne l'ont pas, quand on clique sur le lien, on doit faire une demande d'accès. Ah, je comprends. OK. Je vais essayer d'arranger ça. Je ne savais pas, donc je m'excuse. Je vais essayer de l'arranger pour la fin de la formation dans votre présentation. Merci Nathalie de me l'avoir dit. Donc, au niveau de la conversation puis de l'observation, c'est de développer une grille d'observation ou de conversation qui est simple, qui correspond à vous. Je n'ai pas mis d'exemple, je n'ai pas mis mes grilles d'observation ou de conversation parce que moi, elles sont claires pour moi. Moi, je me fais des petits signes, je me mets des petites abréviations pour noter les élèves. Je mets des dates aussi pour savoir, OK, bien, il y a 4 semaines, l'élève était rendu là, aujourd'hui, il est rendu là. Donc, moi, pour moi, c'est clair, cette évaluation-là. J'ai mes critères, donc à gauche, j'ai ma liste d'élèves, puis en haut, j'ai mes critères, je mets des dates, j'écris en petit. Pour moi, ça va bien. Donc, c'est sûr que quand on regarde mon papier, c'est un peu, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais après ça, ce que je fais, c'est que je le transfère vers une conventionnel, un peu plus que ce qu'on voit dans les curriculums là, avec nos 4 compétences qui sont séparées, puis niveau 1, 2, 3, 4. Donc ça, j'ai cette grille-là avec mes critères qui sont écrits par élève, mais j'ai quand même une feuille où j'ai tous mes élèves avec 2, 3 critères en haut, puis j'écris mes observations ou des conversations que j'ai eues avec les élèves. Mais je fais le transfert quand même vers une autre grille avec les 4 compétences parce que pour le bulletin, bien, c'est les 4 compétences quand même qu'on évalue. Alors, je les sépare quand même selon les 4 compétences par élève. Il y a aussi, quand j'enseignais en maternelle jardin, j'utilisais beaucoup Brightspace, qui est une application. C'est disponible dans le EAV aussi, c'est le portfolio. Dans le EAV, et ça va vraiment bien pour aussi développer l'autorégulation chez vos élèves. Donc, quand on a nos critères affichés ou quand on parle beaucoup de nos critères à nos élèves par la suite peuvent prendre un outil technologique, une tablette. Si vous avez une tablette dans votre classe, c'est merveilleux. Avec l'application Brightspace, l'élève peut scanner son code et s'enregistrer ou prendre une photo par rapport à son travail. Puis après ça, ça rentre dans son portfolio et nous, on peut analyser ça, ce portfolio, cette preuve d'apprentissage-là pour voir est-ce qu'elle vaut la peine ou elle ne vaut pas la peine d'être prise aussi comme preuve d'apprentissage. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des stratégies d'autres façons que vous faites de l'observation ou de la conversation dans la classe en grammaire? L'évaluation en général, comment ça se passe dans vos classes en grammaire? Ah, atelier de négociation graphique. Je vais dans le clavardage. Je ne connais pas ça. Est-ce que tu connais l'orthographe approchée? Peut-être tu faisais ça avec les maternelles jardins. Mais c'est un peu la suite. Tu peux le faire avec une phrase. Tu pourrais prendre une phrase d'un livre que tu aurais lu ou une autre phrase, peu importe. Puis, je peux t'envoyer un document avec des dictées renouvelées, là. Puis c'est des dictées qui portent un peu à justement l'analyse puis à la discussion entre les élèves. Donc, dans ce cas-ci, comme l'orthographe approchée, les élèves vont devoir, dans un premier temps, écrire la phrase seule. Ensuite, ils se rencontrent en équipe de 4 où il y a juste
une feuille de papier puis un crayon feutre. Puis là, on doit dire, exemple, le chat est noir, c'est n'importe quoi, là. Bon, j'ai écrit L-E. L'autre ami va dire, ah non, moi j'ai écrit L majuscule E. Et on doit se mettre d'accord. Donc là, moi, je vais écrire, OK, on est tous d'accord, L majuscule E. Je l'écris. Je te passe le papier, le crayon. On regarde comment on a écrit le deuxième mot. Puis là, on va devoir se mettre d'accord. Donc, en même temps, tu fais de la communication orale. Tu peux avoir enseigné tes stratégies d'écoute ou tes stratégies de prise de parole selon les besoins des élèves. Puis, mais en même temps, c'est ça. Tu écoutes, tu regardes communication orale, puis en même temps, mais tu vois les élèves qui vont utiliser, par exemple, des référentiels dans la classe ou qui vont avoir l'explication. Ou, ça peut être au niveau de l'orthographe, ça peut être au niveau d'un accord, ça peut être... En tout cas, moi, j'adorais ça. Là, je le faisais en troisième, mais je pense que avec la pratique puis du modelage, les plus jeunes pourraient le faire. Surtout si, en fait, je commencerais d'abord avec un seul mot, là, comme l'orthographe approche. Oui. Excellent, merci. Isabelle, les dictées métacognitives, est-ce que c'est un peu semblable à ce que Nathalie vient d'expliquer? Excuse-moi, mon micro, il y a de la misère aujourd'hui. Oui, c'est le même principe. OK, parfait. Et Julie, tu parles d'un logiciel à syntaxe interactive. Oui, c'est un logiciel je pense que c'est du Québec, mais ce logiciel-là, c'est pour justement utiliser les manipulations syntaxiques pour repérer le sujet, le verbe, identifier le complément de phrase. Et aussi, ça permet de faire l'arborescence. Donc, on peut se rendre jusqu'à la classe des mots avec le logiciel. Donc, le prof choisit une phrase, puis là, on fait l'analyse de la phrase. Puis, des fois, on va prendre comme une phrase fautive, puis là, la corriger là, à l'aide de ce logiciel-là. Ça ne corrige pas les fautes d'orthographe pour toi, mais c'est de poser un regard critique à l'aide de manipulation syntaxique. C'est ça. Donc, nous, notre conseil scolaire a fait l'achat pour tous les enseignants puis tous les élèves. Super. Bien, merci beaucoup du partage. Je vais aller certainement regarder ça pour le futur. Merci beaucoup pour vos partages. C'est vraiment très, très, très apprécié. Puis justement, on s'enligne vraiment bientôt à parler de nos pratiques gagnantes, de qu'est-ce qu'on fait en salle de classe en grammaire pour réinventer, pour vraiment engager davantage les élèves. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos partages. Donc, ça concluait un peu la section évaluation. Donc, je ne voulais pas que ce soit trop lourd ce soir, l'évaluation. Je veux parler d'approche plurilinguisme parce que c'est une approche, on le sait, c'est la réalité de nos écoles. On a beaucoup d'élèves qui proviennent de familles soit anglophones ou d'une autre langue. C'est la réalité. On a des élèves qui apprennent beaucoup le français, qui rentrent dans nos écoles, qui connaissent pas nécessairement le français. Donc, c'est sûr que de commencer à enseigner la grammaire et tout ça, on peut voir que des fois, c'est peut-être un peu compliqué c'est difficile aussi pour ces élèves-là. Donc, l'approche plurilinguiste que j'adore de cette approche-là, c'est, dans le fond, j'ai lu beaucoup des articles de Joël Thibault, qui est un professeur à l'Université d'Ottawa en éducation. Je vous ai mis ici des liens pour ces articles. Si jamais ça vous intéresse d'en lire, il y en a vraiment plusieurs qui sont quand même assez intéressants en lien avec l'approche plurilinguiste. Lui, vraiment, c'est un expert dans cette approche-là pour intégrer les différentes langues dans l'enseignement de la grammaire. Il y a aussi, dans les capsules d'auto-formation que je vous ai partagées tout à l'heure du Centre Franco sur la grammaire nouvelle, il y en a une qui s'appelle « L'apprentissage et l'enseignement du français en milieu plurilingue et minoritaire ». Alors ça, si jamais vous voulez juste le regarder, connaître à peu près c'est quoi le pourcentage de personnes qui parlent le français dans différentes régions de l'Ontario. C'est vraiment intéressant, puis de vraiment, même si on connaît quand même notre réalité en Ontario, d'avoir cette petite formation-là, cette petite capsule-là, elle n'est pas très longue. Des fois, ça nous remet un petit peu plus dans le moule de cette réalité-là.
Et il y a aussi un guide d'initiation aux approches plurilingues. Oh, est-ce que ça va? J'ai entendu un micro ouvert. Est-ce qu'il y a une question? Tout va bien? OK. S'il y a une question, n'hésitez pas, hein, ça ne me dérange pas. Donc, le guide d'initiation aux approches plurilingues aussi, c'est un bon guide. D'ailleurs, dans ce guide-là, on retrouve une citation qui m'a quand même marquée puis que je veux vous partager. C'est que la langue maternelle de l'apprenant et les autres langues de son répertoire plurilingue sont des outils importants dans son apprentissage d'une nouvelle langue et de nouveaux savoirs. S'en priver serait synonyme d'un gaspillage cognitif. Donc, moi, ce que j'interprète de cette citation-là, c'est de justement encourager cette diversité-là par rapport aux différentes langues, puis d'essayer d'être capable de voir, OK, mais c'est quoi, quelles sont les ressemblances dans nos langues. Dans le clavardage, est-ce qu'à l'âge adulte, vous avez déjà appris une deuxième, troisième ou une quatrième langue? Comme adulte? Oui. Isabelle, tu as appris une autre langue. 2 cours d'espagnol à l'université. Non. Apprendre une autre langue à l'âge adulte, c'est quand même, c'est mon projet de retraite ou pré-retraite. C'est vraiment amusant apprendre une autre langue. Moi, j'ai appris l'espagnol comme 3e langue. Puis en apprenant l'espagnol comme 3e langue, à chaque fois qu'il y avait un nouveau mot ou quand il y avait une règle de grammaire ou de conjugaison que je voyais ou les pronoms que j'apprenais en espagnol, je comparais toujours avec mes référents linguistiques qui sont le français ou des fois, j'allais piger dans l'anglais. C'était comme ça que j'ai réussi à développer mon espagnol. C'est en comparaison puis en faisant « Ah oui, OK, en français, il y a telle chose, tandis qu'en espagnol, c'est telle chose. OK, maintenant, je comprends. » Puis ça rentre beaucoup plus dans ma tête. Là, je parle d'un adulte, mais c'est le même principe chez les enfants. Les enfants aussi, quand on fait ce lien-là entre les deux, les enfants aussi s'en rappellent beaucoup plus puis ils ont un sentiment d'appartenance beaucoup plus par rapport aux 2 langues maintenant. Alors, j'ai essayé d'apprendre l'allemand aussi, mais j'ai pas été capable parce que j'avais beaucoup de difficultés à trouver un référent par rapport à l'allemand. Donc, pour moi, ça a juste été vraiment difficile d'essayer d'apprendre l'allemand parce que j'étais moins habile de trouver ces référents-là. Il aurait peut-être fallu que j'aille un professeur d'allemand qui me fait ces liens-là. Mais moi, toute seule, j'avais beaucoup plus de difficultés. Donc, c'est ce que je veux dire, dans le fond, c'est que je le ramène à nos élèves. Nos élèves qui apprennent le français aussi ont besoin d'avoir ces référents-là. On ne connaît pas nécessairement toutes les langues, puis ce n'est pas ça l'objectif de l'approche plurilingue. En fait, c'est d'être capable de aussi questionner nos élèves. Un exemple que pour moi a été vraiment, vraiment incroyable cette année, puis c'est arrivé vraiment juste comme ça. Dans ma classe, j'ai des élèves provenant de familles anglophones. J'ai un élève qui est arrivé du Japon. Donc, ni sa langue maternelle est ni le français ni l'anglais. Il parle japonais, mais il a appris l'anglais, il a appris le français. Il apprend aussi le français. Et dans ma lecture interactive, à un moment donné, autour du mois d'octobre, pour moi, j'enseignais les guillemets. Donc, j'expliquais à mes élèves que les guillemets, servent à un personnage parle. Donc, moi, je change ma voix quand je vois des guillemets. Puis là, je mets sur mon tableau interactif des guillemets. Puis je dis, on met des guillemets au début de la phrase quand le personnage commence à parler et à la fin de la phrase quand le personnage commence à parler. Puis là, j'ai cet élève-là qui est là sur ses genoux, parce que j'ai un tapis, là, je suis en train de parler au tapis. Puis là, il est sur ses genoux, puis il est comme Puis là, il veut parler, là, il veut vraiment, vraiment dire quelque chose. Alors là, je lui ai dit, OK, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit en japonais. Puis là, il fait, et c'est là que, dans le fond, je vais vous montrer l'image ici. Donc, moi, ce qui est en noir, c'est quand je l'expliquais. Alors, j'avais mon TBI en arrière de moi, puis là, j'expliquais en noir, avec mon crayon noir. On met les guillemets, là, on met le mot, le mot, là, je sais, j'ai mis ABCD, puis c'est pas un mot, puis j'ai pas mis de lettres majuscules, mais
C'était rapide. Et j'expliquais à la fin, on ferme les guillemets. Et lui, il dit en japonais, puis là, il se lève, puis il prend le crayon rouge et il met ces deux symboles-là ici. Puis là, je le questionne, puis je lui dis « Ah, ça, c'est intéressant, ça se ressemble vraiment beaucoup. » Mais l'intérêt chez mes élèves par rapport à ça, par rapport au fait qu'en japonais, ça ressemblait beaucoup au français, là, j'en ai un élève qui m'a dit « Ah, mais en anglais, c'est quoi alors? » Donc là, j'ai mis en anglais, c'était quoi? Alors là, on a pu comparer début, fin, qu'est-ce qu'on mettait ce symbole-là au début et à la fin. Mais hier, dans ma lecture où je revoyais la phrase avec l'espace, j'avais planifié aussi de voir le tiret cette fois-là. Et je leur ai dit, le tiret, c'est semblable aux guillemets, mais mes élèves savaient c'était quoi les guillemets parce que cet exemple ici que j'ai en photo que je vous montre, c'est un exemple que pour eux ont vraiment été capables de faire la comparaison. Est-ce que je le fais pour chaque règle grammaticale? On n'aurait pas le temps d'avoir toutes ces discussions-là, mais de le faire à des moments opportuns, quand on voit l'opportunité de le faire, c'est incroyable à quel point c'est vraiment resté ancré chez mes élèves. Puis le tiret même, ils m'ont dit, est-ce qu'on le met au début puis à la fin pour dire que la personne finit de parler? Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'eux ont vraiment compris que la guillemets, on la met au début et à la fin, mais le tiret, bon, on le met juste au début quand la personne parle. Donc, je voulais vous partager ce moment-là où j'ai utilisé l'approche plurilingue dans ma classe avec le japonais et l'anglais. Japonais, que ce n'est pas une langue que je connais. Je ne suis pas allée vérifier si c'était vrai là, il y avait les guillemets, mais juste d'avoir ce partage-là avec nos élèves, ça a été très riche. Et maintenant, parlons, il nous reste un petit peu moins qu'une heure ensemble pour parler de la dernière section qui est l'engagement avec la grammaire. Donc, comment faire aimer la grammaire à nos élèves? Vous avez déjà partagé des activités. N'hésitez pas au fur et à mesure que j'avance d'en partager aussi dans le clavardage ou de lever votre main pour partager en grand groupe. Donc, comme on en a parlé, la grammaire nouvelle, c'est vraiment la pensée critique en français. On demande aux élèves de comparer des textes, de se questionner pourquoi, qu'est-ce que tu remarques entre telle phrase, etc. C'est de faire la création de référentiels aussi en groupe classe. Donc, n'hésitez pas aussi, on veut voir les différentes formes de ponctuation, mais n'hésitez pas de bâtir ce référentiel-là en groupe classe. C'est engageant pour les élèves et c'est authentique. Ils ont beaucoup plus de chances de s'en rappeler et de le mettre en application. Comme je vous dis, moi, j'enseigne beaucoup avec la littérature jeunesse. Si vous avez suivi mes anciennes formations, vous savez que je suis passionnée de littérature jeunesse et j'enseigne énormément avec la littérature jeunesse et je passe beaucoup mes concepts grammaticaux à travers la littérature jeunesse. Les styles de phrases, par exemple, et dans les ateliers d'écriture chez mes élèves, je vois ce transfert-là. Je vois mes élèves quand ils mettent un point d'exclamation puis qu'ils disent « Ah, ça, c'est parce que la personne, elle était surprise. » Ou « Ah, ça, c'est parce que la personne parlait plus fort, donc j'ai mis des lettres majuscules. » Donc, on voit ce transfert-là par la suite parce qu'on en a discuté, on a comparé, on a parlé des auteurs et tout. Et vous, en classe, qu'est-ce que vous faites pour enseigner la grammaire? Donc là, on a parlé de quelques petites idées. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager, ou les mêmes personnes qui voudraient partager d'autres idées aussi que vous faites en français, en grammaire, pardon, pour engager, pour vraiment aller voir ces distinctions-là? On a parlé de la dictée métacognitive, aussi le logiciel, Julie, que tu nous as partagé, puis l'atelier de négociation graphique qui ressemblait aussi à la dictée métacognitive. Des fois, ça peut être juste une petite activité wow que vous avez faite dans votre classe et qui a super bien fonctionné. Donc, Isabelle nous dit dans le clavardage, je lance mes élèves dans des enquêtes où ils doivent identifier des concepts dans leurs livres. Est-ce que, Isabelle, tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'une situation, d'une mini-leçon par rapport à ça?
Donc, dans le clavardage, Isabelle nous dit, en ce moment, on parle des noms propres et noms communs, ils doivent trouver dans leur livre. Super. Donc là, on est en train d'explorer, comme tu dis, une enquête. Hein? On est en train d'essayer de voir sont où les noms communs et les noms propres. Excellent. Nathalie nous parle aux dictées renouvelées comme des dictées métacognitives, des règles orthographiques, des scénarios pour mieux écrire les mots. Super. Donc, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de littérature jeunesse parce que j'adore la littérature jeunesse, mais là, en plus de parler de littérature jeunesse et de grammaire ensemble, je trippe. Ici, je vous ai mis un article de Joël Thibault et de Carole Fleuret, Conjugué, grammaire et littérature jeunesse. Dans cet article ici, il y a, dans le fond, il explique à peu près comment est-ce qu'on pourrait mettre les deux ensemble. Alors, c'est vraiment un bel article qui n'est pas très long à lire. Si vous avez la chance de le lire, si vous voulez le lire, c'est vraiment un bel article. La littérature de jeunesse, dans le fond, ce que j'entends, c'est de la lecture interactive pour enseigner mes concepts grammaticaux. Pourquoi? Mais ça sert de modelage pour la réflexion et l'analyse de la phrase et du texte. Ça fait remarquer les régularités chez les élèves et il y a un réinvestissement dans leurs écrits. Quand j'enseigne avec la littérature jeunesse et que j'ai un livre jeunesse avec moi, je me questionne à voix haute. Je mets un micro à ma pensée pour outiller mes élèves, pour qu'eux aussi aient ce micro-là, pour les aider à développer cette réflexion-là. J'ai longtemps enseigné en 6e année et je mettais aussi mon micro à ma pensée, même avec les plus grands, parce qu'ils ont besoin de ce modelage-là. Chaque enseignant, on a des réflexions, on se questionne de différentes façons, donc c'est juste riche chez nos élèves que plus ils l'entendent de différentes façons, plus ils vont avoir des différents outils pour se questionner par rapport, là on parle de grammaire, mais par rapport à n'importe quoi. Alors ici, je vois des jeux interactifs ici dans le clavardage pour initier la grammaire. Excellent. C'est des nouveaux jeux pour moi, je ne les connais pas, donc je vais aller les explorer. J'ai bien hâte d'aller explorer ces jeux-là. Est-ce que vous connaissez Livrel? Livrel, dans le fond, c'est sur le EAV. Et Nathalie, tu parles du Becherel, ça m'a fait penser à quelque chose. Je vais juste terminer avec le Livrel, puis je vais parler du Becherel par la suite parce que... Oh, il y a beaucoup de choses dans le clavardage. Je m'excuse, j'ai arrêté de parler parce que je lis le clavardage. Wow, c'est super riche, qu'est-ce que vous dites. Isabelle a demandé dans le clavardage si on a des exemples d'activités ou de jeux qui font bouger les élèves. J'ai toujours 3 couleurs de cerceau dans ma classe, puis je fais souvent des activités avec les cerceaux où ils doivent sauter dans un cerceau pour X, Y raison. Ça les fait bouger un peu. Moi, je suis avec les plus petits. Je ne sais pas si tu es avec les petits aussi. Pour les petits, ça fonctionne quand même bien. Avec les plus vieux, je peux voir peut-être c'est moins une bonne stratégie. Nathalie, la dictée baseball? Est-ce que tu peux nous partager c'est quoi la dictée baseball? Ben, tu sais, je pense qu'on pourrait l'adapter. Ça pourrait qu'il y en a qui le font avec de la conjugaison aussi. Je retrouve dans mes notes, mais l'idée, c'est que c'est ça, comme un terrain de baseball. Tu sais, avances au premier but, deuxième but, troisième but. Home base, maison. Fait que, tu sais, je me dis peut-être qu'il pourrait être en équipe, puis pourrait avoir cette activité-là. Je vais vous le trouver, puis je vais vous le mettre dans le chat. OK, parfait. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, là. Je suis rouillée. Donc, Livrel, dans le fond, c'est disponible sur le EAV. Et c'est une ressource du Centre Franco où vous pouvez emprunter des livres de façon virtuelle. Mais c'est comme une bibliothèque, donc ce n'est pas illimité. Les livres ne sont pas illimités, c'est vraiment, il y a un certain nombre de copies parce que c'est le même principe que d'aller à la bibliothèque en personne, sauf que c'est en virtuel.
Ici, moi, ce que je voulais faire avec vous, c'est de vous montrer un exemple de lecture interactive. Donc, je suis allée chercher le livre Victor et Lino dans le livret et je vais juste aller lire cette page-là. Donc, c'est un extrait et c'est la seule page que je vais lire. Dans le fond, quand j'amène la lecture interactive, ici, je vais vous lire « L'ours Victor vit sur une île dans une petite maison de bois qu'il a lui-même bâtie. » Donc là, moi, je me questionne parce qu'on a déjà appris ensemble la phrase de base, n'est-ce pas? Donc, on a appris la phrase de base où on a un sujet, un prédicat. Moi, ici, sur cette phrase ici, je sais que c'est une phrase parce qu'il y a une lettre majuscule puis elle termine par un point. Mais je vois aussi un autre signe de ponctuation qui est la virgule. Des fois, la virgule, elle me donne un indice qu'il y a une des parties, c'est un complément de phrase. Et un complément de phrase, on l'a appris, que peut s'effacer et peut se déplacer. Hein? Alors, je ne sais pas lequel encore qui est un complément de phrase, parce que là, ma phrase, elle est séparée en deux. Donc, je vais essayer d'en effacer une partie pour voir si l'autre partie, quand elle est toute seule, elle fonctionne bien. Donc là, je vais effacer la première partie, parce que souvent, hein, dans nos livres, on a vu que le complément de phrase était au début. Alors, je vais effacer le début jusqu'à la virgule. Puis, je vais juste lire. Dans une petite maison de bois qu'il a lui-même bâtie. Mais là, si c'était juste ça, ma phrase, ça n'a pas vraiment de sens, hein, parce que je me demande vraiment de quoi est-ce que l'auteur est en train de parler. Donc là, je vais essayer d'enlever cette partie-là à la place, puis juste lire la première partie. L'ours Victor vit sur une île. Ah, ben ça veut dire quelque chose. Alors là, je viens de savoir que ma première partie, là, j'ai mon sujet, mon prédicat, tandis que ma deuxième partie, c'est mon complément de phrase. Puis si je le déplace, parce qu'un complément de phrase, on peut le déplacer. Alors, si je le déplace, puis je commence avec « Dans une petite maison de bois qu'il a lui-même bâtie, l'ours Victor vit sur une île. » Ah, ben ça aussi, ça fait du sens. Donc là, je réalise que le complément de phrase, c'est cette section-ci. Donc là, je voulais juste vraiment vous montrer un exemple de... C'est pas obligé d'être aussi approfondi que ça quand vous faites une lecture interactive, mais des fois, de juste faire un arrêt une fois de temps en temps, ça l'aide à comprendre nos élèves pour que ce soit vraiment plus authentique. Si on fait un arrêt de cette façon-là pour parler, par exemple, du prédicat, du sujet et du complément de phrase, bien, après la lecture, il faut faire un exercice en lien avec ça pour consolider les acquis. Nathalie, tu nous as mis dans le clavardage la dictée renouvelée. Donc, la phrase dictée du jour, la dictée zéro. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs, puis il y en a une qui s'appelle dictée baseball. Peut-être qu'elle pourrait faire bouger un petit peu. Là. Je comprends que c'est pas du cardio à son max, mais... Mais des fois, juste de changer de place, des fois, juste comme d'aller faire un petit groupement. Tu sais, tout à l'heure, Nathalie, tu parlais de les élèves, ils écrivent une phrase. Ils pourraient écrire une phrase sur un tableau blanc, puis là, après ça, aller en groupe de 4. Tu sais, juste faire ce petit changement de groupe-là, ça les fait bouger. Puis là, après ça, OK, on va dans un grand groupe ou va voir dans un autre groupe pour espionner qu'est-ce qu'eux ont fait, pour voir, pour consolider si tu as bien écrit la phrase, par exemple. Donc, des fois, c'est des petits mouvements comme ça l'aide aussi dans une journée. Exact. Puis juste en dessous, si tu regardes la dictée photo, que j'ai personnellement jamais essayé parce que là, je n'ai plus de classe, mais ça fait bouger ça aussi, là, si tu regardes, tu sais, qu'ils ont le droit de se lever pour aller regarder la phrase affichée dans le fond de la classe. Après ça, ils peuvent retourner à leur pupitre pour l'écrire. Fait que, tu sais, ça aussi, ça fait une autre activité, là. Oui, puis développer sa mémoire visuelle. Je ne sais pas si vous avez les mêmes observations dans votre classe puis dans la mienne, mais des fois, j'écris quelque chose au tableau, puis je leur demande d'écrire un mot ou deux sur leur papier pareil. Puis là, il manque une lettre ou tout ça. Donc, tu sais, c'est de pratiquer cette mémoire-là visuelle. Donc, j'aime beaucoup la dictée photo aussi qui peut nous aider à travailler cette mémoire-là, de regarder un mot, puis après ça, de l'écrire. Julie nous partage en clavardage debout au tableau blanc, groupe de 3, voir les stratégies. Je ne connais pas ces stratégies-là non plus. De Peter Ligelda. Oui, son nom, c'est Peter Littledahl. Bon, OK. Puis,
lui, c'est un Canadien qui vit en Colombie-Britannique, puis lui est plus axé sur la mathématique, de développer la pensée critique en mathématiques, mais on peut aussi appliquer les mêmes principes en grammaire nouvelle. Puis lui, il a comme un petit peu comme 15 règlements d'or, si tu veux, pour que l'élève puisse bien communiquer sa pensée critique. Puis le numéro 1, c'est de toujours travailler à la verticale. Donc, les élèves sont debout à un tableau blanc. C'est toujours un maximum de 3 élèves par tableau. Puis, il y a seulement un marqueur pour le tableau blanc. Les 2 autres personnes doivent dicter à la personne qui a le marqueur qu'est-ce que la personne doit écrire au tableau. Donc, ça fait un petit peu comme celui qui est le maître du marqueur pour le défi ou la phrase du jour ou quoi que ce soit. Ben, lui doit développer son écoute active pour que les 2 autres puissent lui dicter qu'est-ce qu'il devrait écrire. Donc, il devient un petit peu comme celui qui écrit, on lui dicte la phrase quoi écrire. Puis là, les 2 autres, ben là, c'est leur tour de faire un petit peu l'utilisation des manipulations syntaxiques ou qu'est-ce que tu voudras pour bien orthographier la phrase ou les mots ou quoi que ce soit. En tout cas, je vous invite à aller jeter un regard critique là-dessus. Il y a aussi des groupes Facebook, là, Building Thinking Classroom. C'est en anglais, mais c'est des bons astuces. Puis, je pense que ça s'applique extrêmement bien en grammaire nouvelle aussi. Merci beaucoup du partage. Puis j'aime beaucoup que tu compares aussi les concepts mathématiques puis le raisonnement mathématique avec la grammaire nouvelle parce qu'on parle de trouver une régularité en grammaire nouvelle, mais c'est ça aussi, en mathématiques aussi, on demande d'organiser, on demande de trouver cette régularité-là, de jouer avec les langues, mais c'est le même principe aussi en grammaire nouvelle où on demande aux élèves de manipuler le français, dans le fond. C'est juste de manipuler la langue. Donc ici, Nathalie nous parle de NetPhrase. Ce n'est pas non plus quelque chose que je connais. Je connais NetMath. Est-ce que c'est le même principe? Je pense que c'est la même gang. C'est que je suis tombée là-dessus en cherchant, mais je me demandais s'il y avait quelqu'un qui connaissait ou qui avait acheté la licence, parce que j'imagine qu'il y a une licence à acheter. J'étais juste curieuse de voir s'il y avait quelqu'un dans le groupe qui avait utilisé ça ou qui connaissait ça ou qui n'avait entendu parler à travers les branches. C'est définitivement quelque chose moi, je vais aller explorer, c'est sûr. Wow, c'est vraiment incroyable notre partage parce que ça nous permet de tellement ouvrir nos horizons par rapport à la grammaire. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas encore à continuer là, si vous voyez des choses ou si vous vous questionnez par rapport à une stratégie que vous voyez sur Internet. Pour les classes de mots, justement, on a ici, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire à l'école des mots. Je vous ai mis 2 liens. Les 2, c'est la même histoire. Il y a le 2e lien, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'interaction puis d'activité qu'on peut faire avec les élèves. Mais dans le fond, c'est d'une façon d'apprendre les classes de mots à nos élèves à partir d'une histoire. Donc, on a l'histoire ici, là, elle est petite, là, on ne va pas la lire ensemble. La première partie correspond au premier cycle. Là, ça provient du Québec. Donc, premier cycle, c'est première, deuxième. Deuxième cycle, c'est troisième, quatrième. Puis troisième cycle, c'est cinquième, sixième. Alors, la première partie, qui est le premier cycle, première, deuxième, nous parle du nom, du déterminant puis de l'adjectif, si je ne me trompe pas. Puis après ça, on a la deuxième partie de l'histoire qui va un peu plus loin et la troisième partie de l'histoire qui, dans le fond, conclut avec des autres classes de mots. Alors, il y a des affiches aussi. Donc, ça, c'était vraiment gratuit. Hein. J'ai fait une recherche sur Google et puis j'ai vu ce document-là. Alors, c'était disponible gratuitement à l'ordinateur. C'est une ressource que j'utilisais beaucoup avec mes 6e années. Avec mes premières, 2e, je ne suis pas rendue encore dans l'enseignement de la classe de mots, mais c'est définitivement une ressource que je veux aussi essayer avec les plus petits parce que c'est très interactif. Et il y a aussi 2 ressources ici que je veux vous mettre, puis
avoir su, Julie, pour le groupe Facebook. On aurait pu le rajouter aussi. Donc, si vous avez d'autres groupes Facebook, parce qu'il y en a tellement de groupes Facebook, mais si vous avez d'autres groupes Facebook qui vous aident, vous, à développer vos habiletés au niveau de la grammaire puis de l'enseignement interactif de la grammaire, n'hésitez pas à les mettre aussi dans le clavardage. Ici, je vous ai mis deux liens. Donc, il y a la lecture de Hugo et les rois, être et avoir. Je ne sais pas encore une fois si vous connaissez ce livre-là. C'est un livre qui décrit vraiment le participe passé avec le verbe être, avec l'auxiliaire être et avec l'auxiliaire avoir. Donc, c'est vraiment aussi un super bon livre. Là, j'ai mis juste le lien des libraires. Je n'ai pas trouvé de guide pédagogique pour l'accompagner, mais quand on le lit avec les élèves, ça les aide vraiment à comprendre la différence entre les deux auxiliaires et la conjugaison aussi avec ces auxiliaires-là. Je vous ai mis le blog ici, j'enseigne avec la littérature jeunesse. J'ai mis un ticket de comment on peut mettre en vedette un auteur grâce à la grammaire. Donc, si vous voulez lire cet article-là, parce que, évidemment, la littérature jeunesse, c'est beaucoup plus que juste l'enseignement de stratégie de lecture. Il y a beaucoup plus. Alors, dans ce blog-là, il y a énormément d'articles qui sont super intéressants aussi, même en lien avec la grammaire. Donc, ça aussi, ça peut nous aider à avoir les classes de mots. Ça me fait penser tout à l'heure pour le Becherel, quand j'enseignais avec les plus vieux encore, en 6e année. Donc, ça, c'est peut-être plus pour les enseignants au niveau moyen. Mais je leur enseignais avec le Becherel. Je leur donnais un Becherel, puis je leur demandais de regarder qu'est-ce qu'ils voient dans le Becherel, qu'est-ce qu'ils remarquent dans le Becherel pour faire ressortir les sections du Becherel. Et puis, j'enseignais encore avec le premier, deuxième, troisième groupe parce que je trouve qu'il y a une régularité dans le premier groupe, une régularité dans le deuxième groupe et il y a aussi une régularité dans certains verbes du troisième groupe quand on les met en ensemble. Hein? Donc, ce que je voyais avec mes élèves, c'est que je leur enseignais d'abord, je leur enseignais le radical et la terminaison. Alors, c'était quoi un radical? C'était quoi une terminaison? Puis, je leur donnais des verbes du premier groupe et je leur demandais de comparer les différents verbes, par exemple, au présent, à l'imparfait. Et puis, eux-mêmes me ressortaient les terminaisons que c'était pareil. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, là, à ce moment-là, on a été capable de développer cette régularité, une règle par rapport à la conjugaison des verbes du premier groupe et des verbes du deuxième groupe. Oui, on a parlé d'exceptions. C'est sûr qu'on va parler d'exceptions parce qu'il y en a, mais c'est d'aller chercher ces exceptions-là. Par exemple, le verbe aller. Quand l'élève dit « Ah, on pourrait conjuguer le verbe aller. » Tu sais, on va aller voir dans le Becherel. « Ah, il n'est pas pareil que jouer. » OK, mais comment ça? Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Donc là, on se questionne. Oui, ça prend du temps, mais c'est engageant pour les élèves parce qu'ils se questionnent puis ils essaient de trouver des solutions, ils essaient de trouver c'est quoi le lien qui va ensemble. Donc, ça va juste plus les engager. Puis, ça va, ben, j'espère, là, ces élèves-là sont rendus maintenant au secondaire et certains à l'université, mais j'espère que c'est des concepts qu'ils ont gardés près de eux et que ça l'a bien rentré, mais du moins dans l'année où que moi j'enseignais avec eux, c'était bien compris et mis en application. On parle de la dictée métacognitive. On en a parlé. Je voulais faire une petite dictée avec vous. Est-ce que vous voulez faire une dictée ou est-ce qu'on peut passer au prochain aussi? Parce que dans le fond, on fait la dictée, Nathalie. Je vais le lire sur tes lèvres que tu vas faire la dictée. OK. Alors, à vos crayons et papier, vous pouvez l'écrire dans le clavardage aussi si vous voulez. Puis si vous ne voulez pas participer, bien, vous pouvez participer dans votre tête. Oui, écoutez. Donc, est-ce qu'on est prêt? Crayon, papier, dans le clavardage. Vous n'êtes pas obligé d'écrire dans le clavardage, c'était une blague. Mais juste écrire oui, si vous êtes prêt, ou non, si vous n'êtes pas prêt. Oui, oui, oui. OK, c'est parti pour la dictée ce soir à 8 heures. Que tu y crois ou non, virgule, ta plante croît plus vite au printemps. Point.
que tu y crois ou non, virgule, ta plante croît plus vite au printemps. Point. Là, je vais aller chercher des phrases un peu plus complexes pour adultes. Évidemment, on peut utiliser avec nos élèves des phrases où on va aller chercher des concepts grammaticaux qu'on veut enseigner avec eux. Donc, que tu y crois ou non, virgule, ta plante croît plus vite au printemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être l'écrire dans le clavardage pour qu'on puisse l'échanger? Parce que là, on ne peut pas vraiment faire des petits groupes comme Nathalie l'a proposé tout à l'heure quand elle t'expliquait. Puis on va essayer de voir si vous êtes à l'aise. Que tu y crois, ta plante croît plus vite au printemps. Donc là, ici, j'ai ciblé croît. Alors, que tu y crois ou non, ta plante croît plus vite au printemps. Que tu y crois ou non, ta plante croît plus vite au printemps. Donc là, ici, on voit juste les différences. Donc, je vois déjà que Nathalie et Faiza, vous avez écrit la même chose, tandis que Isabelle, le premier croît, il est différent. Simone, tu as écrit aussi comme Faiza et Nathalie. Le croît, ta plante croît plus vite au printemps. Est-ce que vous voyez cette différence-là aussi? Est-ce que vous voyez le mot qui est différent de Isabelle, puis Simone, Faiza? Julie, j'imagine bravo parce que toi aussi, tu l'avais écrit comme ça. J'ai juste fait une inférence. Oui, OK. Alors, je vais la mettre ici au tableau. Que tu y crois ou non, ta plante croît plus vite au printemps. Ah, est-ce qu'on a quelqu'un qui peut m'expliquer, peut-être Isabelle, pourquoi est-ce que le premier croît serait écrit C-R-O-I-E-S plutôt que C-R-O-I-S? À cause du subjonctif. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est à cause du subjonctif. Oui, exactement. Exactement. Donc, c'est des petites discussions comme ça qu'on peut avoir, là, nous, on les a entre adultes, mais qu'on peut avoir avec nos élèves aussi, parce que le subjonctif, oh là 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 là, qu'on l'oublie souvent quand on voit le petit que. Surtout quand il est en début de phrase, n'est-ce pas? Et croît, C-R-O-I, accent circonflexe, T, ça l'a bien été. J'ai une deuxième phrase pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça vous tente encore? Ma mère doit tourner dans sa... Oh. Est-ce qu'on fait une autre phrase ensemble? Une autre phrase. Juste une. J'en ai juste deux, là. J'en ai pas fait tant que ça. OK, une autre petite phrase ensemble. Ah, j'allais vous la mettre. Ouf, j'ai eu chaud. Attends un petit peu, il faut que j'aille la chercher. OK. Les 3 heures qu'a duré la réunion leur ont paru interminables, point d'exclamation. Les 3 heures qu'a duré la réunion leur ont paru interminables, point d'exclamation. J'espère que ce n'est pas en lien avec la formation de ce soir qui dure 2 heures. J'espère que ce n'est pas interminable. Alors, les 3 heures qu'a duré la réunion leur ont paru interminables. Encore une fois, si vous voulez l'écrire dans le clavardage, vous êtes les bienvenus si vous voulez. Les 3 heures qu'a duré la réunion leur ont paru interminables. Leur ont paru interminables. Là, ici, on voit que Isabelle et Simone, vous l'avez écrit la même façon.
Est-ce que j'ai d'autres façons de l'écrire ou est-ce qu'on va à la réponse? Donc, les 3 heures qu'a duré la réunion leur ont paru interminables, point d'exclamation. Leur ont paru interminables. Et là, donc, j'ai déjà 4 réponses dans le clavardage. On va aller à la réponse ici. Les 3 heures qu'a duré leur réunion leur ont paru interminables. C'est le U. Ici, le paru, c'est celui-là qui a causé le plus de questionnements, disons, dans ma tête en voyant vos réponses, parce que paru, là, je me questionne vraiment. Oh, merci Simone pour la capsule du livret dont je parlais tout à l'heure. Donc, paru dans le clavardage, vous avez écrit UES. On paru quoi? Interminable, donc c'est après. Étant donné que le participe passé est avec l'auxiliaire avoir et que le complément d'objet direct est après. J'ai souligné ici, mais ça, vous l'avez vraiment bien eu parce que le leur ici ne s'accorde pas à cause du... ce n'est pas un déterminant. On ne dit pas leurs parents, par exemple. Alors ça a vraiment bien été. Les mots que j'ai soulignés vraiment, c'était les mots où à cibler un peu plus. Donc, on dirait que ça m'a comme questionné par rapport au paru U. C'est des dictées métacognitives, c'est vraiment d'en discuter, c'est vraiment de comparer aussi les différentes réponses. Puis on dirait que même moi, je me re-questionnais, puis j'étais là, oh non, puis là, c'est stressant un peu. On est enregistré et tout. Donc, je voulais quand même pas qu'il y ait une erreur. J'ai eu chaud, j'ai encore chaud. Ça vient évidemment d'une référence, donc c'est pas moi qui ai inventé ces règles, ces phrases-là. Ça vient d'une petite référence que je vous ai mis en commentaire sous votre diapositive. Donc, moi, elle est sur ma diapositive, mais sous votre diapositive, il y a plusieurs références avec des règles grammaticales qui expliquent le pourquoi, etc. Donc, Noël s'en vient, hein, si vous êtes des mordus d'écrire des règles de grammaire dans vos parties de Noël. Et voilà, vous avez une activité déjà toute faite pour vous. C'est merveilleux. Ensuite, on parle de petites mini-leçons des fois qui aident beaucoup. On a la phrase élastique ici. Peut-être vous connaissez le mot élastique. La phrase élastique, c'est une activité que j'adorais faire avec mes élèves. Ici, j'ai mis un exemple. Donc, vous pouvez écrire, vous pouvez le faire aussi sur votre papier à côté si vous voulez. Dans le fond, je donnais un papier comme ceci à mes élèves, écrit « c'est l'hiver » ou « c'est le printemps », c'est l'été, c'est quelque chose. Lundi, je vois, et là, ils devaient remplir la phrase. Mardi, je vois. La seule règle que je leur disais ou la seule consigne que je leur disais, c'était que le mot ne devait pas se répéter entre le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, ils devaient trouver un mot unique. Alors ici, j'ai mis la petite marche à suivre. Alors, demander aux élèves de compléter la phrase avec un déterminant et un nom. Alors, c'est lundi, c'est l'hiver. Lundi, je vois de la neige. Mardi, je vois des flocons. Bon, je ne sais pas. OK? Alors là, l'élève construit cette phrase-là. Ça, c'est la première mini-leçon, si on veut, pour parler de ça avec nos élèves. Ensuite, je faisais un retour avec mes élèves et je notais sur mon tableau les TBI. Je notais sur le tableau les noms. Et je leur faisais remarquer aussi que c'était majoritairement des noms communs. C'était rare qu'ils sortaient d'autres choses que des noms communs. Et je voulais faire ressortir les idées originales versus les premières idées. Donc là, en sachant ça, mes élèves savaient qu'est-ce qui se passait après. Parce que là, souvent, mes élèves disaient « je vois un écureuil, je vois un oiseau, je vois une brebis ». Bon, vous voyez le principe, là, c'était
plus ou moins originales. Et moi, je voulais vraiment faire ressortir l'originalité, puis que la première idée, des fois, c'est d'aller un petit peu plus loin. Donc, je commençais avec un nom commun, de commencer avec un nom. Ensuite, le lendemain, je leur disais, reprends ta feuille et maintenant, je veux que tu rajoutes un adjectif. Mais fais attention, parce que hier, on a vu que je cherchais des noms communs originaux, mais là, je cherche aussi des adjectifs originaux. Alors, quand je faisais mon retour avec eux, je leur demandais, un à la fois, quel adjectif est-ce que tu as mis? Donc là, il y en a un qui disait, j'ai mis l'adjectif beau. OK. Puis là, je disais, qui dans la classe a mis beau ou belle? Parce que c'est la même chose. Qui a mis beau ou belle? Puis là, je voyais sur mes 20 élèves, si j'en avais 12 qui l'avaient mis, j'étais là, ben c'est pas très original si 12 sur 20, vous avez mis beau ou belle. Donc là, je l'écrivais en rouge. Je ne dis pas que c'est pas bon comme adjectif, c'est juste pas original. Puis là, je voyais des élèves, des fois, au fur et à mesure que ça avançait, je les voyais effacer là, pour écrire un adjectif original. Des fois, j'entendais gigantesque, magnifique. Donc, c'était vraiment, on pouvait discuter ensemble de ces adjectifs-là et ensemble, on a créé un référentiel d'adjectifs originaux. Puis sur un post-it, j'écrivais l'adjectif original. Puis là, dans leur texte, les élèves pouvaient aller rechercher cet adjectif-là. Et oui, Nathalie, comme tu dis, c'est une occasion de voir du vocabulaire, de réviser ce vocabulaire-là. Les ateliers d'écriture, là, je vois le temps encore là, à chaque fois. Hein? Les ateliers d'écriture pour faire la mise en application des règles de grammaire, c'est honnêtement un outil qui est super bon. Oui, il y a des mini-leçons de comment on écrit, comment on génère des idées, etc. Mais après ça, les élèves peuvent mettre en application les règles de grammaire qu'on a enseignées. On fait des liens avec la dictée métacognitive ou la lecture interactive. La lecture interactive, moi, c'est plus ce que j'utilise, mais définitivement, la dictée, c'est parce que je n'étais pas capable j'avais plus de difficultés à le concevoir chez les plus petits, mais tout à l'heure, Nathalie t'a parlé de le chat est noir, mais je pense que c'est une phrase qui est assez simple que je peux aussi dicter à mes élèves puis qu'on peut aussi en discuter au niveau de la majuscule du point. Donc, merci beaucoup pour ton partage parce que ça m'a permis de vraiment voir que, je peux la faire aussi avec mes élèves de première, deuxième. Sur Idelo, on a des capsules grammaticales aussi, les fondamentaux, peut-être pendant la collation. Vous pouvez mettre ça aux élèves, une petite vidéo comme ça. Alors ça, c'est 3 ressources aussi sur le site Idelo que vous pouvez regarder avec vos élèves qui va en apprendre davantage sur la grammaire. Des sites Internet. Alors, on a la Constellation de l'ours, qui est un site un peu plus qui a une licence à payer, mais qui va aider les élèves à développer leur créativité puis leur écrit aussi. Encore une fois, faire la mise en application des règles de grammaire parce que c'est vraiment ce transfert-là qu'on veut travailler avec nos élèves. Nos élèves, ils savent c'est quoi un nom commun, ils savent c'est quoi un nom propre, ils savent qu'il faut mettre un point, ils savent les majuscules. Ils connaissent ça quand on leur pose des questions, mais après ça, c'est dans leurs écrits. C'est là qu'on veut voir ça. Donc, des fois, d'utiliser des sites comme ça peut les aider. Puis, je vais rajouter les sites que j'ai vus dans le clavardage aussi. Je vais les rajouter ici comme autre suggestion. Alors, pour conclure, merci pour votre partage. Vraiment, merci énormément. Ça a été vraiment très, très riche. Je reprends le résultat d'apprentissage du début de la formation qui était à la fin de cette formation, j'aurais découvert de nouvelles idées pour innover la grammaire dans ma salle de classe. Donc, j'espère que cette formation-là a été vraiment enrichissante pour vous, pour développer, pour pousser votre réflexion par rapport à la grammaire dans votre salle de classe, puis comment engager les élèves aussi à se questionner, puis à découvrir la grammaire. Pour la prochaine formation, pour ceux qui vont suivre la prochaine formation qui va être aux Instituts d'hiver, si vous voulez prévoir une petite leçon interactive d'enseignement de la grammaire en classe où vos élèves échangent et analysent pour découvrir une règle de grammaire. Donc, ça, c'est un petit défi que je vous donne. Si vous avez été dans ma dernière formation, donc je sais qu'il y avait certaines personnes, vous n'êtes pas obligé de répondre à ce sondage-là. Je voulais savoir qui avait participé à ma dernière formation de « Je parle, tu parles, nous parlons » qui était au mois d'octobre, où j'ai donné aussi aux participants un petit devoir. Donc, je voulais qu'on en discute un peu si on avait le temps, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais pour les personnes qui n'ont pas participé,
le devoir que j'avais donné à ces personnes-là, si vous voulez le faire, parce que c'est vraiment enrichissant, je l'ai fait cette année avec mon curriculum de première et deuxième, c'est que j'ai littéralement été dans le domaine communication orale, parce que ça, c'était en communication orale, je parle de ma dernière formation, et j'ai surligné le contenu d'apprentissage que je pouvais évaluer en conversation, puis le contenu d'apprentissage que je pouvais observer. J'ai fait le même exercice en grammaire. C'est pas aussi tranché au couteau, je vous dirais, en grammaire. J'ai eu un petit peu plus de réflexion individuelle à faire par rapport à ça, mais c'est quand même une belle pratique à faire si vous voulez intégrer la triangulation dans votre pratique d'évaluation. Et de noter une situation gagnante aussi. Là, c'est en communication orale, mais c'est la même chose aussi en grammaire. Si vous vivez quelque chose, un moment wow avec vos élèves, que ce soit l'intégration du plurilinguisme ou le questionnement, puis l'analyse, qu'eux font des liens par la suite, qu'ils mettent après ça en application dans leurs travaux, c'est des moments wow, puis à se donner une petite tape sur l'épaule comme ça. Pour visionner mes anciennes formations, j'ai mis les liens ici. On n'a pas encore l'enregistrement de Je parle, tu parles, nous parlons qui a été fait en octobre, mais si jamais vous voulez revoir mes formations, j'ai mes 2 formations en littérature jeunesse que j'ai offertes à l'hiver 2022 et à l'été 2021, ainsi que le guide de planification de la littératie cet été, l'été dernier. Mes prochaines formations sont pendant les instituts d'hiver, donc j'en ai 2, Lire, quoi, pourquoi et la littératie pour tout le monde. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de faire une formation sur la lecture et la littérature jeunesse. C'était plus fort que moi. Et je fais une formation avec la différenciation pédagogique en français, en littérature. Et dans le clavardage maintenant, donc on est déjà arrivé à la fin. Je vois que Simone a mis le sondage de satisfaction dans le clavardage. Alors, si jamais vous voulez cliquer dessus pour mettre de la rétroaction, votre rétroaction elle est super utile pour moi. Je la lis. J'aime beaucoup apprendre par rapport à vos commentaires parce que ça m'aide vraiment beaucoup à améliorer mes formations par la suite. Donc, vraiment, n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires d'amélioration ou quoi que ce soit. Là, je suis vraiment ouverte à toujours m'améliorer et à en apprendre plus. Donc, dans le clavardage, si vous voulez inscrire une nouvelle idée, une idée nouvelle, un mot qui vous a marqué, un moment wow ou votre prochaine étape, ça peut être les 4, ça peut être 3, 2, 1, c'est votre choix. Quelque chose que pour vous retenez de cette formation aussi. Merci beaucoup, Faiza, pour ton commentaire. Ça peut être une pratique réflexive aussi. Si jamais vous voulez juste réfléchir avec vous-même au cours des dernières 2 heures, qu'est-ce qui a été marquant pour vous? Moment wow, la dictée, l'approche plurilingue, le partage de ressources, oui, très, très riche. Encore une fois, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est grâce à vous que les formations sont aussi enrichissantes aussi. Vous partagez vraiment, vraiment des vraiment bonnes idées qui moi aussi m'aident à enseigner. Je veux dire, je suis en salle de classe comme vous. J'aime ça, être inspirée. Donc, vous êtes vraiment des personnes super inspirantes. Alors, merci beaucoup pour cette formation ce soir. Formulaire de rétroaction, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir. J'ai remis mes réseaux sociaux encore une fois si jamais vous voulez suivre aussi qu'est-ce qui se passe dans ma salle de classe au quotidien. Mais plus ou moins au quotidien. Je ne mets pas tous les jours quand même. Alors, merci pour votre participation. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, même pour ma prochaine formation de lecture, si vous avez des questionnements par rapport à comment, quoi, bon, peu importe, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un courriel pour vos questions. Puis c'est sûr que je vais l'intégrer dans mes formations comme j'ai fait avec celle-ci puis celle de présentation orale. Je mets toujours vos commentaires dans mes formations, vos questionnements, vos réflexions parce que je trouve que c'est vraiment très pertinent. Alors, merci beaucoup. Merci,
Gaëlle. Oups. Oublié de quitter avec mon téléphone. Désolée. Merci Gaëlle pour cette excellente formation. Je vous invite à compléter le sondage de satisfaction. On va mettre le lien dans le clavardage. Puis ensuite, si vous n'avez pas de questions à quitter la rencontre, je vais arrêter l'enregistrement. Bonne fin de soirée à tous.